Bonjour Salut. à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire orienté sur la thématique de la sous-traitance des actions CPF, notamment auprès des donneurs d'ordre qui ont des formateurs sous-traitants dans leur activité. Bienvenue à toutes et à tous. On va démarrer ce webinaire dans des conditions idéales. Première question déjà pour nous assurer que de votre côté, vous nous entendez et voyez bien. Donc, quelle est la qualité du son et de l'image? Merci de nous répondre directement dans le chat pour avoir votre retour. Alors, tout est OK pour Caroline, Laurence également, Christelle. Alors, les prénoms et noms défilent à vitesse grand V. Je ne vais pas tous les citer, mais je vois en tout cas que tout est au vert de notre côté. Merci pour vos retours et on va pouvoir passer à la suite, notamment avec la présentation des 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier est donc de couper votre téléphone, de mettre au moins en silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Deuxième geste va de pair avec le troisième sur l'utilisation de l'outil chat et de l'outil question. Donc l'outil chat est celui que vous avez déjà utilisé pour faire parvenir vos retours. Continuez vous en servir pour interagir entre vous et aussi répondre à nos questions. Cet onglet est accessible en bas à droite de votre écran et vous avez également à votre disposition un deuxième onglet, l'onglet questions. Donc, comme son nom l'indique, utilisez-le pour nous faire parvenir vos interrogations sur la thématique du jour, de la sous-traitance et du CPF. Et enfin, quatrième et dernier geste, celui de la concentration. Donc, concentration sur la voix des intervenants, mais aussi le support de présentation pour augmenter votre compréhension de la thématique. Et alors, dernière information sur l'onglet questions, vous avez la possibilité de voter pour là où les questions qui vous semblent les plus pertinentes et ainsi nous permettre de prioriser les réponses. Alors, je suis présent aujourd'hui avec François Galinou. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, les deux mots qui me caractérisent, c'est qualité et formation. Je suis investi dans la qualité depuis 1993 et dans la formation depuis 1990. Je suis président d'ICPF, mais aussi depuis le 1er septembre d'un autre organisme de certification Calliope qui s'appelle ActiveCert. Et je suis très content de participer à ce webinaire et d'échanger avec vous. Pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing et communication depuis 4 ans maintenant chez ICPF. Donc, une expérience qui m'a permis d'acquérir une expérience, une expertise, même en formation professionnelle, de par l'animation de ces webinaires et de l'échange que je peux avoir avec les organismes certifiés pour répondre au mieux aux enjeux de leur activité. On va maintenant passer à la présentation du plan du webinaire qui va se diviser en 5 parties. Première partie dédiée à ICPF, donc notamment pour les personnes qui ne nous connaissent pas aujourd'hui. Il y en a encore quelques-uns. Deuxième point sur les obligations de par ce décret sur la sous-traitance. Troisième point sur la régulation imposée par le décret de sous-traitance. Quatrième point, comment engager ses sous-traitants vers la certification Calliope pour répondre à ces exigences. Et enfin, cinquième et dernier temps, les questions et réponses, en sachant que vous avez déjà la possibilité de poser vos questions et qu'on reviendra au fur et à mesure sur chacune d'entre elles en fonction du contenu des slides qu'on va aborder. Hein, pour démarrer sur la première partie, François, où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors, ICPF, on va actualiser ce slide. Voilà. Alors, c'est 30 ans. Nous fêtons cette année nos 30 ans d'existence. On a aujourd'hui sur ICPF 7000 certifiés, 7000 certifiés, dont alors on verra les certifiés Calliope après. Voilà. Et les avantages, ce que nous apportons au marché, c'est trois types, trois valeurs. La première valeur, c'est on est aujourd'hui le certifié qui compte le certificateur qui compte le plus de certifiés. Alors, on a 5800 certifiés Calliope. Si on rajoute les 1200 certifiés d'ActiveCert, ça fait 7000 certifiés Calliope, ce qui fait qu'on a 15% des certifiés sont certifiés chez nous et on a
une certification de personne qui concerne aujourd'hui 1 200 professionnels. Deuxième apport, deuxième valeur, c'est notre équipe d'experts avec, 16 auditeurs salariés, bientôt 18, et il y a 4 auditeurs salariés chez ActiveCert et environ, 90 sous-traitants, chez ICPF et 80 chez ActiveCert. Ça fait une compétence technique unique, sachant que les 2 entités sont dédiées à la certification qualité en formation. On ne fait que ça, on ne certifie pas dans d'autres domaines, et donc ça nous donne une grande pertinence. On comprend parfaitement votre activité et on parle le même langage que vous. Enfin, troisième et dernier rapport, c'est l'investissement que nous avons fait et la plateforme digitale que nous avons, la plateforme Noé, qui facilite votre parcours, qui facilite vos démarches, qui vous simplifie la vie et qui nous permet d'être réactifs. En fait, en certification, il faut de la vitesse et de la réactivité. C'est-à-dire que, en fait, pendant vous allez travailler en étant certifié, vous allez nous oublier, vous allez pas nous contacter pendant des mois, voire des années et puis à un moment, vous avez besoin de nous parce que vous voulez adapter votre certificat, parce que vous voulez obtenir une certification, parce que vous devez faire un audit de surveillance. Et là, il faut être réactif et précis et c'est ce que nous avons mis en œuvre et c'est ce que la plateforme nous permet de faire. Alors, au travers de cette, plateforme, différentes offres de certification sont proposées pour permettre à nos clients de se développer. On retrouve, notamment, la certification Calliope qui est la majoritaire dans cette activité. Mais, où est-ce que cette certification se trouve sur l'escalier de la qualité? Alors, pour vous qui êtes engagé, dans la certification ou qui êtes engagé dans la formation professionnelle, la voie qu'il s'agit de suivre est la voie de la qualité. C'est en améliorant la qualité de vos services, la qualité de votre professionnalisme que vous allez pouvoir vous épanouir dans cette activité. Le rez-de-chaussée, c'est de vouloir le statut, vouloir être formateur, vouloir, agir dans cette activité. Donc c'est le rez-de-chaussée. La première marche, c'est le numéro de déclaration d'activité. C'est un numéro d'enregistrement. Ce n'est pas une reconnaissance de l'État. C'est comme, certaines personnes le revendiquent, depuis 40 ans, c'est passible d'une amende. C'est voilà, donc ça, c'est interdit de revendiquer donc c'est pas une reconnaissance, c'est un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement vous permet toutefois il est obligatoire si vous voulez avoir la certification Qualiopi. La certification Qualiopi, c'est la première reconnaissance. Là, c'est une reconnaissance de l'État, c'est une reconnaissance des partenaires sociaux, c'est une reconnaissance de l'ensemble des parties prenantes qui ont élaboré la certification et qui la soutiennent. Cette certification concerne aujourd'hui les sous-traitants qui interviennent sur les actions CPF et les, heu, toutes les entités qui veulent bénéficier des fonds publics de formation. La troisième marche, c'est de rendre votre offre de formation certifiante. Donc ça, c'est la marche du CPF, hein, et ça vous permet de faire en sorte que vos clients particuliers achètent vos formations avec leur compte personnel de formation. La quatrième marche, c'est pour se différencier et donc là, vous avez 2 marches. Première marche, c'est en tant qu'intervenant, pour vos intervenants, les amener à valoriser leur professionnalisme. Ça, c'est une voie et l'autre marche, c'est la certification ISO 9001 ou 21001 qui vous amène la reconnaissance vis-à-vis de grands donneurs d'ordre, donc des grands groupes ou vis-à-vis de l'international. Alors vous avez un, sondage qui vous a été partagé en bas à droite de votre écran, c'est affiché par une notification. Si vous ne l'avez pas sous les yeux, il vous suffit de cliquer sur, le raccourci apps en bas à droite et vous pourrez ensuite accéder au sondage. Donc la question concerne cet escalier de la qualité. Sur quelle marche de l'escalier êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous plutôt avant la certification Qualiopi, déjà certifié ou engagé vers une marche, complémentaire pour vous diversifier? Alors, en attendant vos réponses, on va passer, à la partie suivante, celle des obligations qui ont été, introduites par le décret, de décembre 2023.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc dans le cœur de la thématique, nous sommes intéressés pour connaître, vos préoccupations. Donc quelles sont vos préoccupations concernant la sous-traitance aujourd'hui? Je vous invite à répondre à cette question directement dans le chat pour que l'on puisse apporter des réponses plus précises. Alors je vois qu'une partie des participants répondent à la question directement dans le chat. Ce n'est pas le l'endroit premier pour le faire. Vous avez un espace, sondage Sondage. correspondant qui permet ensuite de faire des statistiques. Donc je vois les résultats actuellement. Donc en majorité, vous êtes, à 57 à l'étape de la certification Qualiopi, donc déjà certifié, à 30 sur, l'étape l'escalier, enfin la marche pardon du CPF. Donc vous avez votre offre sur Edoff ou alors vous êtes sous-traitant pour un OF qui a déjà son offre dessus. Et donc le reste, je vois qu'il y a, le reste des participants en amont de la certification, donc soit sur la zone de l'engagement ou, du numéro de déclaration d'activité. Merci pour vos retours. Je vois également donc en revenant sur, heu, l'espace chat que les préoccupations sont en train d'arriver. Hem, donc différencier le sous-traitant de l'intervenant ponctuel. Pour Émilie, de savoir que va vérifier l'auditeur en ce qui concerne la sollicitation de sous-traitants pour Florence ou encore, pour Alain, quelles sont les obligations réglementaires concernant la sous-traitance? Alors je vous rassure, nous allons voir l'ensemble de ces points, en tout cas pour ceux que j'ai pu aborder, dans la présentation. Merci pour ces retours. On pourra donc, les traiter au fur et à mesure et je demanderai aussi, heu, à Alice et Paul qui nous assistent sur la modération de pouvoir récupérer ces questions et de les mettre au bon endroit pour qu'on les traite par la suite. Alors François, au vu de ces préoccupations, comment, peut-on introduire ce décret de la sous-traitance? Alors l alors on parle de la sous-traitance pour les actions qui sont financées par le CPF. Donc ce décret concerne les organismes de formation, qui sont référencés sur EDOF, quelle que soit la nature de l'action. Donc c'est une question que j'ai entendue. Si vous êtes prestataire de bilan de compétences et que vous êtes référencé EDOF et que vos clients financent ou peuvent financer leur bilan de compétences par la Caisse des dépôts, par leur CPF, vous êtes concerné. Donc ce décret qui a maintenant, presque 2 ans d'existence, vise à éviter la fraude et à améliorer la qualité. La de vous voyez, c'est un marché particulier pour la simple et bonne raison que c'est un marché de particuliers. Donc on est là dans une logique où il faut protéger le particulier, c'est pas une entreprise, c'est, le droit de la consommation qui s'applique et donc le consommateur doit être protégé. Donc on a renforcé les critères, heu, que doivent remplir les organismes pour être référencés sur EDOF, donc c'est beaucoup moins facile qu'avant. La Caisse des dépôts a et le décret vise à établir de manière plus transparente la responsabilité des donneurs d'ordre, vis-à-vis de la qualité de leurs sous-traitants, où là le problème c'est qu'en fait on avait, des donneurs d'ordre qui étaient des coquilles vides et l'organisme était derrière et en fait le donneur d'ordre changeait, tous les 18 mois. Et aussi, des donneurs d'ordre qui, quand on leur demandait des comptes, ne savaient même pas où était ou qui était leur sous-traitant. Enfin, mettre fin au portage Qualiopi, donc ça, c'est une entité qui est référencée sous REDOF et qui fait intervenir, n'importe quel type de sous-traitant sur n'importe quel type de formation, ponctuellement. Et son métier, sa mission est de vendre ce portage Qualiopi. Et enfin, lutter plus généralement contre la fraude et les abus. Alors notre objectif aujourd'hui est de, bien sûr, vous faire comprendre qui est concerné par ce décret, mais surtout de faciliter, la démarche pour, les donneurs d'ordre et les sous-traitants qui souhaitent s'engager vers la certification Qualiopi. On va traiter en priorité ces questions-là afin de simplifier l'activité de celles et ceux qui souhaitent progresser dans la qualité de la formation. Alors François, sur, ce décret, on retrouve, 6 points. Quels sont-ils? Alors, le premier point, c'est un contrat.
un contrat écrit précisant 6 modalités. Donc, et là, c'est une question, je l'ai vu, hein, d'un de nos participants. Donc, il y a la mission, le contenu et la sanction, les moyens et les conditions de réalisation et de suivi, la durée, la période de réalisation et le montant. Donc, on peut avoir un contrat cadre et des amendements. L'objectif pour la Caisse des dépôts, c'est de pouvoir récupérer ces contrats pour les contrôler. C'est-à-dire que vous devez produire les contrats et les télécharger sur la plateforme. Deuxième point, deuxième exigence, le donneur d'ordre ne peut pas faire que de la sous-traitance. 20 au moins du chiffre d'affaires déclaré sur mon compte formation doit être réalisé directement. Alors ça aussi, il doit le prouver. Le sous-traitant doit réaliser l'action lui-même. La sous-traitance en cascade est interdite. C'est-à-dire que le, le- le donneur d'ordre référencé sur Head-Off peut sous-traiter, mais le sous-traitant ne peut pas lui-même sous-traiter. Quatrième exigence, le sous-traitant est certifié Calliope. Il y a des exceptions, elles sont à droite, on les verra plus tard. Le sous-traitant est habilité par un certificateur professionnel, c'est-à-dire qu'il a l'habilitation. Enfin, le sous-traitant est référencé sur mon compte formation, il a donc accepté les CGU. Alors, les exceptions pour le point 3, pour le point 4 d'ailleurs, Mmh. la certification Calliope, une coquille, on vient de s'en rendre compte. Le sous-traitant doit disposer, alors ça c'était déjà obligatoire, hein, mais là, je dirais c'est confirmé, enfin voilà. Le sous-traitant a un numéro de déclaration d'activité, mais si il est au statut microsocial, donc auto-entrepreneur, ou si son chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 €, il est considéré comme, assimilé salarié et là, il n'a pas à avoir Calliope. Voilà, donc pour toutes les personnes qui se sont demandées, qui sont les sous-traitants concernés par l'obligation de certification Calliope, concentrez-vous, surtout sur la partie de droite par rapport à votre statut juridique, à votre, volume de chiffre d'affaires et surtout posez-vous la question si, vous intervenez déjà auprès d'un donneur d'ordre qui a des actions éligibles au CPF. C'est vraiment le point de départ de la réflexion et en fonction de cette analyse, vous pourrez, vous projeter dans l'engagement de la certification Calliope. Donc par rapport à ce décret, François, qui a la responsabilité de son application? Alors on va aborder, par là même la définition précise, du sous-traitant. C'est la question d'Emily Boyce. Le sous-traitant, il n'a pas de contrat de travail, il réalise une prestation et il émet des factures. Donc ce qui distingue, dès que vous recevez ou vous émettez des factures pour la prestation réalisée, vous êtes donneur d'ordre ou sous-traitant et le donneur d'ordre est responsable. C'est-à-dire qu'il est responsable vis-à-vis de la Caisse des dépôts et il est responsable du respect par le sous-traitant des obligations. Le sous-traitant doit être explicitement, déclaré à la Caisse des dépôts. On ne peut pas ne pas dire qu'il est sous-traitant. S'il est salarié, il n'y a rien à faire. S'il n'est pas salarié, il faut le déclarer et la sanction, ce que le donneur d'ordre risque, c'est d'être déréférencé en tant que donneur d'ordre, mais aussi comme sous-traitant. Là aussi, c'est une question qu'on a posée tout à l'heure. Est-ce que je peux être donneur d'ordre et sous-traitant sur Head-Off en même temps? La réponse est oui. Par contre, si vous êtes déréférencé en tant que donneur d'ordre, vous le serez aussi en tant que sous-traitant. On va maintenant passer au sujet de la régulation, du côté, des financeurs. Quels sont les éléments mis en place pour assurer cette application du décret? Alors, aujourd'hui, il y a 2 types de régulations qui sont, actives maintenant, hein, donc il y a les alors des contrôles, donc il y a environ, 2 000 contrôles par an.
sur un référentiel précis et ces contrôles, évaluent la conformité de l'activité de l'organisme entre, alors en pour l'instant sur, l'année 2024 et progressivement, on aura des contrôles en 2026 sur l'année 2025. Contrôles qui sont pour le moment, bienveillants, puisqu'il s'agit de mettre en place un système de contrôle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des milliers d'organismes, il y a des centaines de milliers d'actions et que l'équipe, d'EDOF à la Caisse des dépôts, elle est à taille humaine, hein, c'est pas ils sont pas des milliers et que pour l'instant, ils sont en train de rôder un système, la régulation de ce système est un aspect de sa mise en œuvre, mais faut c'est un système qui va se mettre en place sur plusieurs années. Et ensuite, il y a, le dispositif qui est original, c'est que, on a identifié un certain nombre de documents comme, des contrats ou, et et donc là, on a commencé pour les organisations qui ont plus de 50 sous-traitants, donc une démarche qui vise à télédéclarer les contrats et donc cette démarche va être étendue à l'ensemble des organismes de formation. Donc, la alors, vous voyez que la période de contrôle, c'est pour l'instant, c'est 2024 et on oblige à télédéclarer. Alors, notez qu'en fait, on prend pas les personnes sur le fait. On les prend, on prend les professionnels sur l'année 2024. Vous voyez? Donc en fait, si vous n'êtes pas en conformité, il faut se mettre en conformité puisqu'en 2026, il y aura cette régulation s'effectuera sur l'année 2025. On a des demandes de définition, pour, les personnes qui, peut-être ont moins de connaissances sur le sujet. Quelle est la définition d'un sous-traitant et quelle est la définition aussi d'un donneur d'ordre? Alors le sous-traitant, il effectue un nombre de jours. Alors ce que je vois, c'est, hem, que, hem, le le nombre et la durée de l'intervention, qu'elle soit d'1 heure, d'une journée ou de 200 jours, ne fait rien à l'affaire. C'est pas la question. La question, c'est comment, quelle est la nature de la relation qui s'effectue entre vous, entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, entre la personne qui facture au client sur Elof, qui facture au client la prestation et la personne qui l'effectue. Il y a 2 types de contrats possibles. Soit il y a un contrat de prestation qui est écrit ou non, là, il devrait être écrit, soit il y a un contrat de travail qui est obligatoirement écrit. Oui, donc c'est contrat de travail, contrat de prestation et la durée de l'intervention, ne change rien à l'affaire, que ce soit 1 heure ou 30 jours, c'est la même chose. Donc s'il y a un contrat de prestation qui peut être tacite, puisque bon, dans certains cas, dans certains organismes de formation, le sous-traitant fait une facture et c'est tout et le bon de commande, c'est un mail. Alors là, quand c'est sur Head-Off, il faut un contrat obligatoire, voilà et sinon, c'est le contrat de travail. Donc vous devez produire pour un intervenant donné, soit le contrat de travail, soit le contrat de sous-traitance. Merci pour cette, réponse François. D'ailleurs, pour les personnes qui ont des questions, plus larges sur la compréhension de ce décret, vous avez une, FAQ qui a été, longuement attendue et qui a finalement été publiée en fin juin de cette année par, la DGEFP, qui va traiter un ensemble de sujets. Je vous invite à la consulter pour, vous informer sur cela, notamment sur les dispositions générales, le périmètre et l'entrée en vigueur en premier. Le deuxième point sur les formateurs qui sont à l'étranger. Troisième point sur les obligations du sous-traitant. Quatrième point sur le contrat de sous-traitance qu'on a présenté dans ses 6 modalités. Le cinquième point concerne l'encadrement par de la proportion de chiffre d'affaires sous-traité, qui a un plafond à ne pas dépasser. Sixième point sur la sous-traitance d'une ou plusieurs actions éligibles au CPF. Et enfin, septième et dernier point, les contrôles et les sanctions. Donc on va vous partager depuis le support de présentation le lien pour accéder à cette FAQ. Vous pouvez aussi la trouver directement en recherchant sur Google, par exemple.
Alors, là, il y a la question d'Angélique Brugnot. Alors, sous Calliope, nous devons traiter la sous-traitance seulement quand nous sommes sous CPF? Alors la réponse est oui. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de certification Calliope, pour, la sous-traitance sur, d'autres actions que des actions financées par le CPF. Voilà. Là, vous avez les points qui sont généralement les points qui vous préoccupent, hein. C'est de savoir, en fait, est-ce que je suis dans le seuil ou pas? Il y a une autre question qui dit: «Est-ce que je dois déclarer le sous-traitant qui est en dessous du seuil?» Oui, ça n'a rien à voir. Le sous-traitant, il doit être déclaré quoi qu'il arrive, mais il doit être sur Head-Off, mais en revanche, s'il est vous avez la preuve qu'il est sous le seuil, vous n'avez pas à lui exiger la certification Qualiopi et donc ça, bah, vous allez déclarer qu'il n'est pas certifié. Ah donc différence à faire entre, déclaration sur Redof et exiger l'obtention de la certification Voilà. si je comprends bien. S'il est dans le seuil, au-dessus du seuil, vous le déclarez et vous mettez la certification Qualiopi. S'il est en dessous du seuil, vous le déclarez et vous ne mettez pas la certification Qualiopi. Alors pour, effectuer cette, distinction, la question est la suivante: comment vérifiez-vous la conformité d'un sous-traitant? Alors on a une réponse, à vous apporter, de notre point de vue de ICPF, Hein. mais on souhaite savoir aussi de votre côté, comment faites-vous pour le faire? Je vous invite à passer par le chat directement. On va prendre un instant pour Alors, traiter question, quelques questions. oui, je vais prendre alors Emily Boyce: «Le seuil des 77 000 € ne concerne-t-il que le CA formation, heu, ou le CA total?» C'est le CA total du sous-traitant. Si c'est un contrat de travail, ce n'est pas un sous-traitant. Oui, bah, c'est ce que j'essaye de faire comprendre et visiblement, bien que je m'y suis pris à 3 fois, c'est pas encore clair pour tout le monde, mais ça ne m'étonne pas, ces notions sont parfois complexes. Mais oui, c'est ça, si soit contrat de travail, soit contrat de prestation. Contrat de prestation égale sous-traitant, contrat de travail égale salarié. Donc, heu, juridiquement, salarié, rapport de subordination, voilà et sous-traitant, il y a pas de rapport de subordination. C'est pas un salarié, donc il voilà et ce qui amène pour compliquer la chose, à dire que, le risque quand il y a un sous-traitant qui fait trop qui travaille que pour vous, c'est le risque de requalification de son contrat en contrat de travail. Alors nous avons des réponses de la part de nos participants dans le chat, donc sur la conformité, du sous-traitant, le numéro de déclaration d'activité pour, Pascal, une liste de 4 pièces justificatives pour, Stéphane avec la mise à jour du CV et une liste, qui semble déjà bien établie du côté de Kelly, heu, qui n'a pas souhaité communiquer dessus. Alors Cabis aussi pour, Stéphane, assurance, URSSAF, donc en effet, on retrouve des sources ou des documents essentiels pour, identifier, alors Kelly est en train de chercher la liste. Bon, on va voir si, on peut avoir, les résultats et la comparer à la nôtre. En tout cas, on va vous présenter la version et dans un premier temps, effectuer ce rappel sur la démarche de certification Qualiopi, que vous soyez vous-même sous-traitant ou donneur d'ordre avec des sous-traitants à engager dans la certification. On parle surtout d'organisation à mettre en place, heu, pour le sous-traitant. Calliope, ça peut, être à minima seulement une action qu'il a sous-traitée. Donc cette action va être présentée le jour de l'audit, enfin sur laquelle il est intervenu en tant que sous-traitant, pardon. Cette action-là est présentée, pour l'audit, il peut y en avoir qu'une seule et ce qu'il faut retenir, c'est que comme le sous-traitant a uniquement, heu, la charge de dérouler cette action de formation, ce n'est pas lui qui va communiquer dessus en amont. Le contenu de l'audit va être, différent. Donc, ils lui seront demandés de présenter des réponses à 29 indicateurs et non, les 32 pour, les organismes qui seraient donneurs d'ordre. Donc par conséquent, il y aura moins de mise en œuvre à faire pour, le sous-traitant et donc l'organisation en soi est déjà prête.
Alors on a des réponses complémentaires, les CV, pour Anna, copie des diplômes et donc pour Kelly, documents demandés, CV, justificatif. Merci pour vos réponses. On va pouvoir donc, retrouver notre version. François, donc comment peut-on, mesurer la conformité d'un organisme, enfin d'un formateur sous-traitant pour le donneur d'ordre? Alors, le, mmh, le aujourd'hui, il y a un grand nombre, d'informations qu'il est possible d'obtenir, sur, internet et quelquefois, avant que, le détenteur de la société, le propriétaire de la société, les ait obtenus lui-même. Alors nous, par exemple, on est connecté au fichier on récupère tous les jours le fichier des organismes de formation. Ce fichier des organismes de formation, il est national, il est accessible à tous et dedans, il y a le nom de l'organisme et le NDA. Alors il y a, le fichier des organismes de formation et l'annuaire des entreprises, donc et l'annuaire des entreprises, vous pouvez y aller et là, vous allez trouver le NDA, vous allez trouver la preuve que l'organisme a Calliope ou pas, le statut juridique et le SIRET. Donc en fait, ces informations-là, vous n'avez pas besoin aujourd'hui de les demander à l'organisme parce que vous pouvez les obtenir. Et donc, s'il est certifié Calliope sur internet, c'est sûr qu'il est certifié. C'est beaucoup plus fiable que s'il vous envoie son certificat, qu'il a pu perdre. Ça, bah, nous, c'est notre expérience, hein, puisqu'on on gère, comme on vous dit, 8 000, à peu près 7 000 certifiés et on est contacté par, on est contacté par exemple par des financeurs. Bon, bah, les financeurs qui sont opérationnels, ils vont sur le fichier des entreprises et ils voient tout de suite s'il y a Calliope ou pas. Et certains financeurs, ils nous demandent, on voit qu'ils ne sont pas très bien organisés parce qu'ils nous demandent si le, le client a le certificat Calliope ou pas. Alors nous, on lui dit, mais en fait, on le déclare tous les jours, le fait qu'il ait le certificat ou pas. Bon, voilà. Donc ça, toutes ces informations-là, vous pouvez les obtenir par vous-même. Après, pour vérifier, le chiffre d'affaires, donc là, vous allez, demander obtenir de l'organisme. Là, il faut l'obtenir parce que ça, vous ne pouvez pas l'avoir tout seul. Sur internet, c'est la déclaration URSSAF, le bilan ou le BPF et là, c'est le document que vous pouvez demander tous les ans à l'organisme de formation. Donc là, vous allez vérifier s'il est dans le seuil ou pas. Ensuite, ça, vous pouvez le vérifier par vous-même, vérifier le référencement EDOF de France Compétences. Et là, vous allez aller sur EDOF. Donc, la donnée de sortie sera un contrat de sous-traitance signé. C'est-à-dire que vous signez le contrat que si vous avez toutes ces informations. Merci François pour, cette présentation. On a une question, de Laure concernant ce contrat de sous-traitance, hein, même plutôt de la facture. Est-il obligatoire de faire figurer le NDA sur ce document? De quel document? Le contrat ou la facture? Alors, Laure demande sur les factures. Alors, c'est obligatoire de faire figurer le NDA sur une facture à un client final. Ça, c'est obligatoire. Et donc, je pense que ça doit être, c'est peut-être, enfin, c'est une bonne question. À savoir si est-ce que le sous-traitant, il doit faire figurer obligatoirement sur sa facture son NDA? Hem, Moi, je le ferais, mais je ne suis pas sûr que dans le droit du travail, il y ait une amende, qui soit prévue. Il ne doit pas y avoir d'amende prévue si le NDA ne figure pas sur la facture, mais c'est une bonne idée d'amélioration de la voilà, c'est un décret de plus, hem et c'est une bonne idée. J'y avais pas pensé, mais oui, c'est voilà, mais c'est pas, enfin, vous n'arriverez pas à grand chose si vous ne le mettez pas. En revanche, heu, le fait de payer une facture d'un sous-traitant qui n'a pas de NDA, ça, c'est passible d'une amende de 4 500 € que le donneur d'ordre doit payer. Donc, le donneur d'ordre pourrait exiger que le NDA enfin, le donneur d'ordre, vous voyez, doit vérifier que
le sous-traitant, il a un NDA actif. C'est-à-dire si la donnée d'entrée par rapport au schéma que vous avez devant vous, si la donnée d'entrée, c'est la facture, donc là, on est après le contrat, il y a pas de problème que sur la facture, il y ait le NDA ou pas, ça change rien puisque vous avez vérifié qu'il avait un NDA. Voilà. En revanche, admettons que vous avez, un sous-traitant, vous recevez une facture et vous ne savez pas vous ne savez pas si le sous-traitant a le NDA ou pas, ben là, vous allez vérifier sur l'annuaire des entreprises, puisque sur la facture, il y a le SIRET, ça c'est obligatoire et vous allez voir tout de suite s'il a un NDA ou pas. Alors, question de Stéphane sur le contrat cette fois. Qui établit le contrat de sous-traitance, l'OF ou le sous-traitant? Alors c'est généralement l'OF qui le fait puisque c'est l'organisme donneur d'ordre qui a la responsabilité de cette action sous-traitée et donc il y a quand même plus d'intérêt à ce qu'il soit sûr que le contrat soit bien conforme aux Alors décrets. le responsable, de la présentation du contrat, c'est, à la Caisse des dépôts, c'est, l'OF, c'est le commanditaire, c'est le donneur d'ordre. Donc lui, il doit présenter le contrat. Maintenant que le contrat soit établi, élaboré par le sous-traitant ou l'OF, ça change pas grand-chose. Alors évidemment, au départ, je pense qu'on a oublié mais ce qu'il faut voir, c'est que les pratiques de formation sont multiples et les financeurs se rendent pas compte parfois de comment ça fonctionne réellement. Les financeurs, ils ont découvert depuis quelques années et la gouvernance, ils ont découvert depuis, quelques années l'importance de la sous-traitance. Heu, pour eux, ils ne pensaient pas qu'il y avait autant de sous-traitants en formation. Voilà. Et maintenant, ils ne pensaient pas qu'en fait, il y avait des organismes, de formation qui ont des salariés qui font de la sous-traitance, qui sont sous-traitants. Et donc là, il y a une forme de sous-traitance en cascade parfois, ça ils ne le savaient pas, c'est qu'ils l'ont découvert avec les remontées de problèmes qu'il y a eu par rapport aux formations, CPF, voilà, ça a donné un nouveau regard sur la formation professionnelle, qui était pas le même quand c'était entre entreprises. Alors dans la continuité de la sous-traitance en cascade, François, on a la question de Virginie, qui demande si le portage Calliope est toujours possible. Alors le portage Calliope n'est pas possible pour les actions CPF, puisque là ça introduit 3 niveaux. Il y a le commanditaire, la société de portage et heu, le réalisateur de l'action. Donc là, c'est plus possible. Ça n'empêche pas d'ailleurs, de certains organismes de le proposer, mais bon, comme je vous l'ai dit, ils se feront, aujourd'hui, on ne va pas aller chercher une boîte qui fait du portage Calliope, qui revendique de faire du portage Calliope. Par contre, si on trouve une action de formation réalisée et il y a 3 niveaux, et bah, le commanditaire sera déréférencé de head-off. Donc en fait, celui qui va être sanctionné, c'est pas la boîte de portage Calliope, c'est le commanditaire qui aura eu, recours à une, société de portage Calliope. En l'occurrence, comment ça se passe? Bah, il va demander à son sous-traitant: «Est-ce que tu as Calliope?» Le sous-traitant va lui dire: «Non, je vais passer par une boîte». Le commanditaire à tort va dire: «OK, c'est bon». Et c'est là où il y a l'erreur. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est le recours à une société de portage qui va être sanctionné. De portage Calliope, attention, hein, le portage Calliope, c'est-à-dire que la société de portage, elle émet un bon de commande à l'intervenant qui réalise l'action et l'intervenant, hem, fait une facture. Vous voyez? Si c'est une boîte de portage, pas Calliope, c'est une boîte de portage qui est certifiée Calliope, mais qui va salarier une personne le temps qu'elle fasse la formation, ça va parce que là, du coup, il y a un niveau de sous-traitance. Par contre, la boîte de portage doit être Calliope et référencée sur Head-Off.
On va passer à la partie, suivante, celle de l'engagement des sous-traitants dans la certification Qualiopi. Alors avant de passer à la solution qu'on propose, un dernier sondage sur la stratégie, que vous avez peut-être déjà mis en place ou que vous envisagez sur, la conformité par rapport à ce décret. Donc comment, souhaitez-vous mettre en conformité? Côté ICPF, on a identifié 3 grandes voies. La première est celle, de ne plus faire appel à des sous-traitants, mais de passer avec, des salariés. La troisième, c'est, d'attendre, position qui, présente son lot de risques. Et la troisième, celle de l'engagement des sous-traitants dans l'obtention de Qualiopi, avec ou sans, avantage financier pour ceux qui passeraient le cap. Je vous invite à répondre à ce sondage qui vient d'être, partagé et qui est accessible en bas à droite de votre écran. On traite une question, Thomas? Oui, Alors c'est une question qui a déjà été posée plusieurs fois. Une personne en sous-traitance en profession libérale avec un CA inférieur à moins de 70 000 €, a-t-il qu'est-ce que c'est qu'en profession libérale? C'est Voilà, parce qu'en fait, en profession libérale, c'est une chose et le statut microsocial, c'est une autre chose. Donc, oui, c'est là où, votre compréhension, voilà, parce que si c'est une personne en profession libérale, statut profession libérale, mais qui facture à travers une SARL, il a l'obligation de Qualiopi. Et si en fait, profession libérale, je de mon point de vue, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais profession libérale, auto-entrepreneur, ça n'existe pas parce que le statut de profession, la profession libérale, il y a le statut commerçant ou le statut profession libérale quand vous êtes gérant, heu, c'est quand vous êtes gérant d'une SARL. Heu, Peut-être que je me trompe, ou que vous êtes profession réglementée. Profession libérale, c'est micro-entreprise? Bah non, pas vraiment, non. Non, non. Profession libérale, c'est pas tout à fait ça, non, non. Il y a le statut micro-entreprise et donc non, si c'est le statut micro-entreprise, oui. Si c'est le statut micro-social, ça va et moins de soix ça va. Mais profession libérale, par exemple, moi, je crois que je suis professionnel libéral, j'ai mon OPCO, c'est le FIFPL, mais mais j'ai une SARL, voilà. Donc profession libérale, c'est pas bon, c'est micro-social. mmh. Je suis en train de consulter en parallèle, internet. Je trouve, des informations sur un article de l'URSSAF et on retrouve des informations dessus. Je vais partager pour identifier cela, mais en effet, ce qui a de l'importance, c'est le statut juridique et aussi le chiffre d'affaires, donc Oui, qui ce ne qu'il faut serait voir, pas assez. c'est l'entité qui émet la facture. Oui, alors il y a Fabienne Gaude qui doit être plus experte que moi. Alors, profession libérale réglementée, ouais, et profession libérale non réglementée, ouais. Et le statut, c'est le statut de la personne. C'est un statut de personne, voilà. Et donc, enfin, la voie pour moi, c'est de voir l'entité, la société qui émet la facture. Le donc soit c'est une micro-entreprise, soit voilà. Alors on va passer, aux résultats des sondages Oui, qui parce ont que paraît que c'est lunaire, donc j'ai vu un commentaire, c'est lunaire, hein. Ouais. Oui, c'est ça, un médecin, ouais, c'est profession libérale. On s'éloigne du débat, ouais, tout à on est fait, parti, on voilà. on va Oui, recentrer il y a un sur, certain nombre sur la d'entre vous thématique, qui font des qui efforts veulent diverger. désespérés pour, échapper à la certification Qualiopi et donc on passe plus de temps à traiter les questions de ceux qui veulent éviter la certification Qualiopi que et donc on essaye on s'efforce d'éviter de traiter ces questions, mais on comprend bien que vous voulez éviter la certification Qualiopi, mais il faut que vous compreniez que nous, de notre côté, on vit de la certification Qualiopi, donc on ne peut pas passer notre temps à vous expliquer comment éviter la certification Qualiopi. Alors sur les Je stratégies plaisante, bien justement, sûr. les stratégies par rapport à ce décret,
En termes de résultats, en majorité à 35, vous souhaitez imposer la certification Qualiopi, à vos sous-traitants sans contrepartie, financière. À 19 d'arrêter de sous-traiter et recruter plutôt des salariés et à 19 d'arrêter les financements éligibles au CPF. Donc après en minorité, on retrouve, encore l'attente mais qui est, en diminution. Donc on voit que cette voie, prend moins de place qu'avant. Donc quand il y a des contrôles et des sanctions appliquées, généralement, c'est la direction qui est prise, et d'autres, organismes qui ont déjà fait ce travail de mise en conformité de leur activité. Merci pour ces retours. Donc on va passer à la solution que nous proposons, aujourd'hui aux organismes donneurs d'ordre, qui, ont un volume de sous-traitants à engager dans la certification Qualiopi. Cette solution, elle, concerne, les directeurs ou référents qualité d'un organisme qui aurait plusieurs sous-traitants. Cette solution, elle permet d'avoir une stratégie à mettre en place pour la mise en conformité et c'est une stratégie aussi qui permet d'assurer l'obtention et le maintien de la certification puisqu'on est, sur une stratégie qui s'ancre dans le durable. Donc cette solution, c'est le Pass Group. C'est, une option qui est intégrée directement dans la plateforme Noé, qui concerne, les référents qualité, les filiales franchisées ou encore, sous-traitants et ou leurs clients. Elle répond à la préoccupation de pouvoir faciliter de manière groupée l'obtention et le maintien de la certification Qualiopi et c'est une solution qui donne, une série d'avantages, donc des options qui, sans ce pass-là, sont coûteuses, mais qui avec ce pass-là vous permettent d'avoir un ensemble qui vont faciliter les parcours de vos sous-traitants du, début, donc de la planification de l'audit, en passant par la préparation jusqu'à l'obtention et la surveillance et le renouvellement du certificat. Donc on retrouve notamment des options de planification urgente, d'émission de certificat en urgence aussi, des assurances report si, le référent qualité souhaite, être présent en audit et qu'il y a un empêchement de dernière minute, des frais de déplacement qui sont intégrés à la proposition et des modifications de certificat aussi comprises dans le pass. Alors pour vous permettre de vous projeter un peu plus dans ce à quoi ressemble cette option, elle commence directement sur la plateforme Noé lorsque vous, en tant qu'organisme donneur d'ordre, vous allez vouloir planifier un audit. Généralement, ce sera au niveau de l'audit de surveillance ou de renouvellement. Vous allez effectuer votre demande dans lequel vous pourrez saisir un ensemble de NDA pour vos organismes sous-traitants. Cela va donner lieu à la création d'un groupe que vous allez nommer et dans lequel vous avez ajouté les entités que vous souhaitez intégrer. Donc, par entité, ce qu'on entend, c'est vos sous-traitants afin de créer ce groupe. Vous allez sélectionner lors de la planification de l'audit que vous souhaitez donc ajouter le pass group à votre activité depuis la plateforme Noé et une fois que cette option va être sélectionnée, elle sera ajoutée à votre proposition. Vous allez donc la valider sur la plateforme et permettre la gestion de ce groupe par la suite. Une fois que ce pass group est activé, la première étape va être de pouvoir visualiser plus en détail la planification des audits de vos sous-traitants directement depuis la plateforme et une fois que ces audits sont planifiés, vous aurez la capacité d'assister vos sous-traitants dans la préparation de l'audit. La préparation de l'audit, ça passe par, la maîtrise, la connaissance du référentiel national qualité, mais aussi par, une élaboration, une réponse par indicateur qui est permise par, la plateforme. Donc, vous pourrez suivre indicateur par indicateur les informations complétées par vos sous-traitants, les documents qu'ils vont ajouter. Vous pourrez aussi, vous-même ajouter des pièces puisque vous serez vous-même détenteur de ces documents et avoir une sauvegarde automatique et un travail qui va être, suivi jusqu'à la fin de la préparation du dossier. Une fois que ce dossier est préparé, l'audit va avoir lieu. Donc, en tant que référent qualité, vous pourrez vous-même être présent à l'audit, face à l'auditeur, en présence du sous-traitant. Et à la suite de l'audit, vous aurez éventuellement des non-conformités que vous pourrez traiter depuis Noé aussi, puisque vous aurez une vue sur les non-conformités en cours, sur le dossier de chaque sous-traitant, avec un nombre de non-conformités à traiter et surtout un accès au traitement
comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'ajout, de texte et aussi l'ajout de documents à envoyer pour l'auditeur. Et enfin, une fois que le traitement est effectué, s'il y a bien sûr des non-conformités, le certificat est émis et vous avez aussi vous-même accès à ce certificat pour, le communiquer aux sous-traitants, mais aussi en être détenteur si vous avez besoin de le communiquer à d'autres instances ou contrôler le fait qu'il soit toujours en cours de validité. Une fois la certification obtenue par vos sous-traitants, vous avez aussi la possibilité de suivre l'état de chaque certificat par numéro de certificat, par nom d'entité, donc le nom de la raison sociale de votre sous-traitant, et d'identifier sa date de validité, son statut, s'il est toujours valable, s'il a été suspendu ou si, il y a une action à réaliser. Donc c'est votre poste de pilotage de la qualité de votre activité en tant que donneur d'ordre qui est simplifié depuis Noé sur la planification, la préparation et le maintien de la certification avec, la surveillance et le renouvellement. Alors François, sur, la partie budget, c'est, une information qui est attendue par les participants. Combien coûte la certification Qualiopi avant, la certification et après, notamment au travers de ce Pass Group? Oui, le budget, le plus fréquent donc, c'est le budget de la certification Qualiopi, hein, donc on est sur un budget à moins de 1 200 €, donc ici où il y a des frais techniques et l'audit initial. Alors ensuite, la surveillance et le renouvellement sont financés à ICPF par une redevance annuelle, donc c'est là une somme fixe que vous payez tous les ans, voilà. Donc sur le pack classique, c'est, 523 € par an et pour le pass groupe, c'est le double, donc là, on est sur, 1 048 par an. Alors, on a une réaction de la part de Rachel. Si l'obtention de Calliope, n'était pas aussi chère, ce serait plus facile d'engager les sous-traitants à l'obtenir. Est-ce que vous pensez une baisse de tarif serait faisable? Généralement, les sous-traitants, ont, une pas beaucoup de trésorerie. Alors en fait en réalité, le problème que nous on a, c'est que, le d'abord il y a la le coût il y a la perception du coût de, Calliope. Ça c'est le premier problème. C'est-à-dire que Calliope, il y a le coût, notre coût à nous, c'est, si on ramène ça, si on étale ça sur, on mensualise le coût de Calliope. Calliope, ça revient maintenir une certification Calliope pour une entreprise à taille humaine, c'est de l'ordre de 50 € par an. C'est-à-dire si vous étalez le coût, dans le temps, c'est 50 € par an, voilà. Donc en termes d'amortissement, hein, voilà. Donc c'est 2 abonnements de téléphone portable. Donc là-dessus, alors par contre, ce qui est coûteux, c'est, le fait de passer l'audit, ça bloque une journée, donc ça bloque, une journée au début et ensuite une demi-journée ou une journée tous les 18 mois. Il y a une alternance, voilà. Donc ça, c'est déjà un coût qui est plus perspective parce que ça oblige une préparation. Il y a le stress de l'audit et il y a le temps de préparation. Et là, c'est clair que Calliope exige, une maîtrise de l'administratif, les délais, la planification que le formateur, il a généralement quand il travaille pour vous, c'est-à-dire qu'il va, quand il est organisé pour bien travailler pour vous, enfin je parle des commanditaires, il va, remettre les feuilles de présence, il va faire remplir les feuilles d'évaluation, il va remettre les feuilles de présence, il va préparer sa formation. Donc en fait, il a s'il est dans son état de formateur, hein, son état d'esprit de formateur, un audit, bon, c'est inversé, mais il y arrive. Alors maintenant, quand on lui dit qu'elle lui pisse, c'est un truc en plus et ça lui plaît pas. Voilà. Donc on a ce problème-là, c'est la perception du coût de Calliope. Le coût qui dépend en fait de l'effort que ça demande. Voilà. Ensuite, le troisième problème qu'on a nous, c'est qu'en fait, l'organisme de formation, il compense généralement les lacunes et il assiste
le formateur dans un certain nombre de démarches. C'est-à-dire que le rapport, c'est pas un rapport de subordination, mais c'est un rapport de partenariat, c'est un partenariat et donc le bah, si vous divisez par 12, si vous C'est divisez par les par 500 mois. et Benoît voilà, ouais, si vous c'est 50 € par moi j'ai dû me tromper, mais c'est 50 € par mois, voilà et c'est un abonnement de mobile, mais le mobile, voilà, téléphone mobile. Alors si on voit donc le coût, de nous, on a mis en place une plateforme pour aider les commanditaires à gérer, à continuer à assister le formateur, dans ses démarches, voilà et à lui préparer le terrain en quelque sorte, voilà. En fait, ceux qui ont l'habitude, l'expérience de la sous-traitance, vous voyez qu'il y a, hem, l'ADV, on aide beaucoup le formateur et on fait en sorte qu'il puisse se concentrer sur l'action de formation, voilà et donc on a des demandes en ce sens, de donneurs d'ordre, hein. D'ailleurs, même parfois des franchisés, des groupes de NDA et cetera et donc c'est pour ça qu'on a fait le pass groupe pour que le commanditaire, il puisse aider ses sous-traitants à passer Calliope, à l'avoir et cetera. Alors après, il faut qu'il y ait une logique économique qui permette, c'est clair que bon, vous voyez, le coût, c'est 50 € par mois, mais c'est clair qu'il faut que le sous-traitant, il faut qu'il les gagne. C'est-à-dire que, hem et là, c'est un problème peut-être, qui est plus propre à la formation, c'est qu'il faut que le sous-traitant, il s'y retrouve. Si le sous-traitant s'y retrouve pas, la certification Calliope, il la prendra pas. Pourquoi des milliers d'entreprises dans le monde, ils ont la certification ISO 9000? C'est pas obligatoire, mais c'est le commanditaire, c'est le donneur d'ordre, c'est vous voyez, c'est l'industriel qui l'exige de ses sous-traitants. Donc là, on est dans la même logique, mais pour ça, il faut que l'offre soit intéressante. Si l'offre au sous-traitant n'est pas intéressante, il va pas le faire. Donc c'est là où, ce dispositif CPF qui est très généreux, ça implique qu'il y a un partage de la valeur et que voilà et que le sous-traitant s'y retrouve. Donc là, on va avoir 2 phases exactement pour Calliope. On va avoir une première phase difficile où, heu, on va remettre en question une relation qui était installée, c'est-à-dire que vous allez devoir en tant que commanditaire et en tant que sous-traitant évoluer. Comme au début, les premiers certifiés Calliope, ils avaient déjà une activité et donc ils ont été obligés d'adapter leur activité à Calliope. Donc là, il y a une adaptation à faire et ensuite ce sera comme ça et donc bah, le nouveau sous-traitant, vous lui direz: «Bah, soit tu as la certification Calliope, soit tu viens pas». Voilà, soit tu es pas sous-traitant et là, vous verrez que ce sera complètement différent de la même manière que nous, on voit aujourd'hui les nouveaux certifiés Calliope qui arrivent chez nous pour se certifier, ils ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de ceux qui venaient en 2019, 2020, 2021, 2022. Vous voyez? C'est parce qu'ils ont pas d'adaptation. Ils commencent, donc ils n'ont pas de questions à se poser. Voilà. On a une question de Pascal, concernant le pass groupe. Est-ce qu'il y a un volume maximum de sous-traitants intégrés dans un pass groupe? Est-ce qu'on peut répéter les questions, Question s'il de vous plaît? Pascal, combien de sous-traitants maximum avec un pass groupe? Alors on n'a pas, c'est illimité. Alors je pense qu'on a dans nos clients, on a le groupe Galileo, ils ont 7 000 sous-traitants. Alors ils n'ont pas encore le pass, mais on pourrait, gérer 7 000 sous-traitants. Alors peut-être après il y aurait il faudra un grand écran ou pour pouvoir les voir tous, si voilà, mais normalement c'est illimité, ouais. Alors j'ai répondu à la question de Laurence, je le fais des 2 côtés. Alors la question dans le cadre de la mobilisation des fonds de la formation professionnelle, est-ce que mes sous-traitants doivent avoir obligatoirement un NDA? La réponse est oui, l'obtention du NDA, c'est un élément obligatoire que vous retrouvez notamment dans le guide, à l'usage, des organismes de formation, d'Île-de-France, guide de la DRITS, de la DRIETS. Page 12, si mes souvenirs sont bons et donc obtention du NDA obligatoire pour, vos formateurs. On va passer maintenant à la conclusion. On va réserver, le temps qui va suivre au traitement de vos questions.
Alors François, quels sont les 3 points essentiels à retenir sur cette thématique, que nous avons vue, donc d'engagement des sous-traitants vers l'obtention de Calliope? Alors c'est le donneur d'ordre qui doit prendre l'initiative maintenant, puisque c'est lui qui supporte le risque de déréférencement et heu et avec le risque d'impact sur sa notoriété. Ça, c'est très clair. C'est ce risque-là, nous, on le voit très bien avec, des organismes de formation, surtout d'ailleurs sur le CPF, où le CPF, c'est des revues réguliers, quotidiens, c'est beaucoup de factures et c'est tous les jours. Et donc, une perte de certification Qualiopi, pour, parfois, des motifs, futiles, elle a un gros impact. Voilà et donc là, le déréférencement d'EDOF, le déréférencement d'ailleurs d'un financeur, c'est vraiment un risque qu'il faut gérer aujourd'hui et que beaucoup de managers d'organismes de formation sous-estiment. C'est pas comme un contrôle parce que vous n'avez pas de NDA, parce que vous respectez pas la réglementation formation professionnelle. C'est pas comme un contrôle de la DRIEETS ou des DREETS, vous voyez? Où, on fait un procès-verbal, vous le recevez, c'est pas un contrôle fiscal. Nous, on reçoit une instruction de vous voyez, de de suspendre la certification Qualiopi de cet organisme. On la suspend et le lendemain, il est déréférencé, vous voyez? Et ça, c'est un risque qu'il faut voilà, le risque de déréférencement, il faut vraiment l'inscrire dans votre plan des risques. Ensuite, les sous-traitants vont être impactés par l'exigence du donneur d'ordre. C'est-à-dire que si le donneur d'ordre ne demande pas, n'exige pas Calliope, le donneur d'ordre ne fera rien. Et là, comme je dirais, il y aura 2 phases. Il y aura une phase la plus difficile, c'est d'imposer, de changer les termes de l'accord, c'est-à-dire d'imposer Calliope à des sous-traitants qui auparavant travaillaient sans. Et donc on ne voit pas pourquoi ça s'arrête. Bah, donc vous tombez sur le risque 1, c'est-à-dire un jour on sera déréférencé. Mais voilà. Et ensuite, il y aura une deuxième phase où ce sera un acquis. Et donc là, tous vos nouveaux sous-traitants, bah, ils arriveront avec Calliope. Ouais, donc il y a 2 phases là, voilà, pour les sous-traitants. Ensuite, vous avez un mouvement et c'est ça qui va faire bouger les choses aujourd'hui, hein, parce que, c'est la première fois où en fait on nous co nous qu'on bon, ça fait, 20 ans qu'il y a des obligations comme ça en formation professionnelle, donc il y a un premier temps où on est très en amont, où, il y a un certain nombre de voix qui se disent: «Attention, il y a ça qui va arriver». Bon et après c'est long quoi, hein, un peu comme, cet été, on annonce le plan qualité, hein, et là, bon, bah, le décret n'est pas encore passé et là, il y a plus, un gouvernement qui est en cours de constitution, donc on on n'est pas prêt d'avoir le décret, quoi, voilà. Donc là, ce qu'on a, c'est on est au stade où les contrôles sont en cours, vous voyez? Sur l'année 2024. Voilà. Ça, faut bien le prendre en compte. C'est-à-dire que beaucoup d'organismes de formation, ils ont attendu et là, on est dans la phase de contrôle. Voilà. Donc il va y avoir, des avertissements et il y aura des déréférencements. Vous voyez? Donc l'étape après, c'est la sanction. Voilà. Donc généralement, il y a l'annonce, le décret et généralement après le décret, ça bouge. Et là, c'est la première fois, je ne sais pas pourquoi, mais que ça n'a quasiment pas bougé après le décret. Ça a commencé pour les gros organismes, ça a commencé pour, les organismes qui sont très lucides. Par exemple, la plupart des acteurs de la compétence, ils se sont mis en conformité, vous voyez? Mais les acteurs de la compétence, donc et la fédération des organismes de formation, ils sont 700. Donc c'est les plus gros organismes de formation de France, donc eux sont en train de se mettre en conformité. Mais par contre, la grande majorité des organismes de formation, n'ont pas encore fait le pas, commencent à s'organiser, voilà. Merci François pour cette, conclusion. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, dans la démarche de certification Calliope avec leurs sous-traitants, vous avez à votre, disposition notre équipe d'assistants à la certification, joignable directement au numéro qui s'affiche ou sur rendez-vous. Vous avez le lien qui vous a été partagé au 01 82 83 56 40, notamment pour,
Valia, où j'ai vu qu'il y avait des échanges en cours, sur, le pass groupe, les modalités. Ensuite, actualité, ICPF, à la fin du mois, donc pour être précis, le 25 septembre, nous allons, fêter nos 30 ans. Donc, ce sera avec, une joie que je pourrai vous rencontrer à cet événement. Si vous êtes, de passage en région parisienne ou, vous-même présent dans la région. Donc c'est un événement qui va permettre de célébrer, cet anniversaire, mais aussi d'échanger sur l'avenir de la qualité de la formation, en formation professionnelle. Des intervenants, de marque, notamment avec, Thierry Teboul, directeur général de l'AFDAS, ou encore Mathieu Yvet de FacilityCert, ou, également Sarah Maillet, qui est notre directrice technique et qui est bien au fait, des aspects réglementaires en formation, et François aussi qui sera bien présent, à l'événement, je vous rassure. Je ne sais pas encore si je vais venir. Non, non, bien sûr. On va vous partager d'ailleurs, la billetterie, pour, prendre votre place, puisqu'il reste plus que 50 places, disponibles aujourd'hui. Donc je vais vous partager ça par la suite lors du traitement des questions. Ah, Stéphane Le Bozec, vous n'avez pas vu la com sur les événements networking. Ça, c'est un. Mais en fait, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un drone par client et que on envoie le drone chercher le contact et lui faire signer un. J'ai bien reçu l'invitation parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à communiquer avec vous. Mmh, Enfin, pour un certain nombre d'entre vous, on envoie des mails et puis en fait, ça passe pas. mmh. Il Et, y a peut-être parce que là, un oui, il y a eu quand canal, même, on a dû envoyer au moins, on a dû déjà envoyer 3 relances. Et on s'y est pris il y a 3 mois en tout cas, on a pris plus voilà, c'est d'avance, ouais. que d'habitude, et Mais on peut-être comprend, mmh, en fait, vous avez une activité et là, on voit très bien ce que c'est, on a l'habitude. Mais j'espère que vous pourrez vous organiser, mmh. voilà, sauf si vous êtes à La Réunion ou à à Mayotte, très, très loin. Alors, avant de passer aux questions, j'ai quelques rappels à vous faire. Donc, vous allez recevoir à la fin de la présentation un email dans lequel vous recevrez un questionnaire de satisfaction, et en complétant ce questionnaire, vous retrouverez le support de présentation en PDF et le replay pour revisionner l'intégralité du webinaire. Vous avez également l'accès à la plateforme Noé pour, entamer une démarche ou effectuer une action de planification, et les coordonnées qu'on vous rappelle, téléphone et email, pour nous joindre. Alors, au niveau des questions, François, en as-tu identifié une que tu souhaites, traiter en priorité? Alors pour être tout à fait franc, non, Mmh. mais, Alors, j'en ai vu si de tu mon en as, côté. Une je vais me concentrer sur question de Kelly. Si l'OF finance la certification Qualiopi de ses sous-traitants, mais dans ce cas, le sous-traitant peut se servir, pour travailler avec d'autres OF. Voilà, la question est la suivante: qu'est-ce qui je pense que c'est une question qui est alors ouverte. donc là, on va débattre, hein, parce que là, je ne peux vous donner qu'un point de vue. Alors effectivement, hem, en fait, comment ça se passe? On a, le sous-traitant peut toujours, ça peut être souhaitable que le sous-traitant ait d'autres clients. Parce que si le sous-traitant n'a pas d'autres clients que vous avez un risque de requalification, un risque qui est réel et c'est pas très compliqué à activer. Alors après, il s'avère que vous avez des sous-traitants qui vont travailler que pour vous et qui ne le feront jamais, et vous avez des sous-traitants qui vont travailler 1 an pour vous et qui vont le faire. Il y a un rapport, il y a une relation qui s'établit entre vous et votre sous-traitant, qui détermine tout. Soit il va aller chercher à vous prendre votre argent, soit non, et inversement d'ailleurs. Bon, donc ça peut être souhaitable que le sous-traitant ait d'autres clients. Ça peut, le fait qu'il ait la certification Qualiopi, ça peut vous permettre de justifier, que vous développez quelque part sa capacité à trouver d'autres clients, ce qui peut être souhaitable. L'expérience montre, alors en revanche, hem, il ne s'agit pas de payer sa certification. C'est là où c'est délicat.
parce que là aussi c'est une relation commerciale, il s'agit de l'amener à faire un investissement qui va rentabiliser. Bon, certains formateurs, si vous prenez hem, des éditeurs de logiciels d'informatique de gestion, vous faites une formation, vous la payez et après vous travaillez, vous faites de la prestation sur ce logiciel. Les auditeurs, par exemple, ils vont faire une formation, ils la payent et après ils trouvent un boulot d'auditeur. Donc là, vous avez le problème en fait pour les sous-traitants qui sont avec vous aujourd'hui. Les nouveaux sous-traitants, vous pouvez déjà, mettre ça en place. Vous vous dites, bah et vous allez le faire spontanément. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas Calliope, donc ils ont même pas ils ont peut-être un autre client, mais pour l'instant, ils ne travaillent pas pour vous. Donc si hem, ils n'ont pas Calliope, vous ne les prenez pas. Donc vous voyez, il y a, pour relativiser le problème que vous avez, qui est un problème qui vous incombe, hein, je ne sais pas comment faire moi. C'est un, c'est il y a un problème avec ceux qui travaillent déjà pour vous et il y a un problème avec ceux qui vont travailler pour vous. C'est pas le même. Et en conclusion, je dirais que, en fait, il faut trouver un accord qui amène le certifié à s'engager et ça, on a beaucoup enfin, les échanges qu'on a, c'est tout le monde a le même problème aujourd'hui, hein. Enfin, je veux dire tous ceux qui, voilà, c'est des questions, sur lesquelles c'est à vous de décider et nous, on décide avec vous. Alors et nous, on a mis en place une plateforme, donc on a fait évoluer notre plateforme pour qu'on puisse traiter parce qu'il y avait ce problème de la gestion quand vous avez, en fait, c'est comme si vous avez un groupe parce qu'il y a plusieurs NDA. Vous voyez? Donc vous avez un groupe d'organismes de formation et comment vous allez, gérer cet écosystème? Voilà, c'est ça le problème. Bah, on a Mais, une il ne faut pas leur payer quelque chose. C'est pas, je te voilà. Enfin, moi je me rappelle un organisme de formation, il payait enfin, il faisait à un moment, on avait ce problème-là. Il faisait payer une formation par le, mmh, le sous-traitant et ensuite il lui donnait des missions pour rentabiliser. Donc il s'engageait sur la durée, voilà. Bon, voilà et mais après c'est vrai que dans certains cas, ça posait problème parce que le sous-traitant, il avait l'impression de payer à rebours cette certification et il se disait: «Je m'en sors pas», quoi, voilà. Donc il y a un équilibre à trouver. Il faut trouver une solution et c'est au cas par cas, je pense, voilà. Donc je vous aide pas beaucoup en disant ça, mais i il faut pas donner la certification Qualiopi parce qu'en plus, c'est le permis de conduire. C'est un permis de conduire, ça se donne pas. C'est pas parce que vous allez, moi j'ai eu des enfants et j'ai des collaborateurs, à un moment, il y en avait qui n'avaient pas le permis de conduire. Je me suis dit: «Tiens, je te finance le permis de conduire» et puis je le finançais, puis ils l'avaient pas. Donc c'est alors quand c'est enfants, bah, ça va, on finit par se faire une raison, mais quand c'est des collaborateurs et qu'on a besoin du permis de conduire, c'est plus problématique. on a une situation qui est assez similaire, mais qui est amenée d'un autre point de vue par, Rachel. Donc mes formateurs sont très impliqués dans leur travail sur une facture mensuelle moyenne à 2 500 € qui sera ensuite assujettie à 27 d'URSSAF. Les sous-traitants reçoivent, 1 095 € par mois et donc 50 € par mois, pour Calliope, ce n'est pas une petite somme et ce qui est un argument, supplémentaire que Rachel peut utiliser auprès de ses sous-traitants pour, les engager davantage dans l'obtention de Calliope. Alors, ce qui est intéressant dans votre point de vue, Rachel, c'est qu'on voit que vous êtes, c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'est vous allez très loin, dans vous voyez la relation que vous avez avec vos sous-traitants, vous connaissez leur net. Donc vous savez exactement, ce qu'ils en font. Donc vous voyez, il y a cette proximité-là, voilà, qui présente un risque parce que, vous voyez, vous vous occupez beaucoup de vos sous-traitants pour arriver à connaître exactement ce qu'ils gagnent, voilà, parce que c'est donc bah, là, il y a 2 solutions, hein. Soit vous les salariez et donc bah, ils n'ont plus besoin de Calliope et donc ils n'auront pas le même net, soit, vous allez, comment dire, faire en sorte vous allez les payer un petit peu plus, c'est-à-dire 50 € de plus par mois sur les 2 500 et là, ils vont pouvoir payer leur certification Calliope. Le problème qu'ils ont, c'est qu'eux, les frais de Calliope, comme ils les déduisent pas parce qu'ils récupèrent pas la TVA. Donc pour eux, effectivement, la perception des 50 € quand on est en micro-entreprise,
c'est que c'est une dépense. C'est pas, si vous avez une SARL, vous allez les prendre en frais. Vous voyez, c'est des charges déductibles, alors que là, c'est pas une charge déductible. Donc la perception, elle est là. Donc il y a soit vous vous arrangez pour leur donner 50 € de plus et vous leur dites: «Voilà, sur la durée, tu vas t'y retrouver», soit comment dire? Vous les salariez. Voilà. Question de Françoise, il y en a 2. 20 du chiffre d'affaires déclaré sur mon compte formation doit être réalisé directement par, le donneur d'ordre. Il faut donc que 20 du chiffre d'affaires du donneur d'ordre soit réalisé par des formateurs salariés? Oui. Et qu'en est-il si les formations ne sont réalisées que par des sous-traitants ayant Calliope? Des référencements. Des référencements, comment dire? La Caisse des dépôts a décidé qu'elle n'aurait pas, d'entités qui font 100 de sous-traitance. Bah, elle exige enfin le principe, c'est qu'on exige qu'il y ait une maîtrise en interne du métier ou de la formation, et que ça peut pas être, pur sous-traitant, voilà. Ça jette un froid, il y a plus de questions. Non, il y en a encore, mais je vois qu'il y en a qui sont traités. Question de Vanessa: dans quelle mesure le sous-traitant doit-il être intégré dans le processus de certification? Alors, certification Calliope ou certification, professionnelle? Parce que en fait, ouais, faudrait préciser la question. Moi, je la Mmh, comprends pas. je je pensais que c'était Calliope, mais en effet, comme c'est pas précisé, risque de répondre à côté. Hem, question posée, alors on a déjà répondu aux questions de statut. Alors, bah, par exemple, là, alors surtout si on paye, il y a une question de Muriel. Surtout si on paye pour les sous-traitants, n'est-ce pas assimilé à des avantages concédés et à quel impact sur la suspicion de salariat déguisé? En général, la société peut payer des formations ou autres à des salariés, mais à un sous-traitant, oui, ça fait partie du problème. À partir du moment où, voilà, on est entre 2 écueils. On est entre, heu, le risque de déréférencement et le salarié déguisé. C'est clair que s'il travaille que pour vous, heu, que vous lui payez des formations, que, vous lui fixez vous lui, voilà, c'est sûr qu'il faut que là, il y ait vraiment pas de rapport de subordination. Donc en fait, il arrive idéalement, alors c'est pour ça que ça arrivera dans la deuxième phase, quand tout le monde aura compris qu'un sous-traitant ne peut être que certifié Qualiopi, bah, les donneurs d'ordre chercheront des, heu, formateurs qui ont déjà Qualiopi. Voilà. Question posée par Anne: tout sous-traitant en statut SARL ou SAS, quel que soit son résultat, donc chiffre d'affaires, doit-il être certifié Calliope? La réponse est oui. Donc on l'a vu si, le statut est hors microsocial, donc là c'est le cas, l'obligation, de Calliope est bien présente. Alors, question suivante, alors posée par, Stéphane. Alors je découvre en lisant, donc peut-être qu'on l'a déjà traité. Est-ce que SALOF, oui, donc ouais, on l'a déjà traité sur, à qui revient le traitement du contrat. Question autre aux questions de Stéphane: peut-on communiquer des outils d'animation à un sous-traitant ou est-ce à lui de les proposer? Est-ce que le sous-traitant Alors, peut-on communiquer des outils d'animation à un sous-traitant ou est-ce à lui de les proposer? alors en fait, là, on a, alors, il n'y a pas de il y a pas de ri enfin, il n'y a pas de risque juridique à partir du moment où le contrat, il va parler d'une mission, d'animation, de formation
et c'est pas facile à obtenir parce qu'en fait, certains formateurs, ils sont plutôt consultants formateurs ou formateurs et donc eux, ils ont leurs propres outils et donc ils vont vouloir traiter un thème. Vous leur dites: «Voilà, le thème, c'est la vente» et eux, ils lancent leurs outils pédagogiques et cetera et ils vont le faire à leur façon. Par contre, si vous, vous avez un programme avec des outils et que vous avez vendu aux clients ce programme et ces outils, là, vous allez demander, dans le contrat une prestation d'animation et donc il faut trouver un animateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de comprendre, de s'adapter et d'obtenir le résultat dans les conditions que vous avez fixées, c'est-à-dire l'utilisation de vos outils. Voilà. Mais si, vous passez la commande, vous dites: «Une journée de formation sur la vente» et après vous lui dites: «Je te donne la directive d'utiliser ces outils», ça peut ne pas marcher. D'ailleurs, si le enfin moi ça j'en ai vu, hein, vous avez un formateur, vous lui donnez un support, vous lui dites: «Bah, voilà, tu vas faire les 5 premiers et le groupe qu'il a traité, ils reviennent, ils disent: «Ah ouais, c'était super, les 20 premiers c'était très bien». En fait, le formateur, il commence comme vous lui avez dit et il termine, comme il a l'habitude de faire. C'est pas facile de s'adapter à une conception de formation quand elle est conçue à l'avance. Pour certains. Question suivante posée par, Anna Maria: «Comment le sous-traitant prouve-t-il qu'il n'est pas déréférencé de mon compte formation?» C'est vous qui allez pouvoir constater, sur, le site France compétences s'il est référencé ou pas. Ou alors c'est lors d'un contrôle, c'est la caisse des dépôts qui va vous dire: «Bah non, tiens, ce formateur, il n'est pas référencé». Alors question de Sandrine: «Donc avec le Pass Group, a-t-on le risque de travail déguisé?» Alors, alors le alors, enfin, le travail déguisé, c'est le salariat déguisé d'abord, parce que le travail, il y a toujours travail, c'est le salariat déguisé. Hem, est-ce que le pass group, c'est une interface en fait qu'en cas de contrôle, URSSAF, le contrôleur va pas y avoir accès d'une part, voilà. Ensuite, bah, il va voir que le, votre, sous-traitant, il est référencé comme un sous-traitant. Voilà. Maintenant, il va avoir, peut-être, maintenant il aura, voilà, il est dans votre base de sous-traitants. Par contre, il aura pas accès aux infos, à des infos qui montrent que, le sous-traitant qui travaille que pour vous ou, ça, il le verra pas parce qu'il va le voir dans votre système de gestion, il va voir, bah, si vous lui faites un bulletin de paye tous les mois, enfin, si vous faites un bon de commande au forfait tous les mois ou, si vous l'avez fait travailler, 220 jours dans l'année, bah, là, il va le voir dans le système de gestion, dans votre, comptabilité ou dans votre, système de facturation. Il va voir qu'en fait, bah, il travaille, 220 jours par an et donc là, il va vous dire: «Bah, ce monsieur travaille 220 jours par an pour vous, il n'a pas le temps de faire autre chose, donc là, je requalifie». Voilà. Enfin et d'ailleurs, il vous demandera généralement dans le contrôle URSSAF, vous voyez, il vous demande de justifier la qualité de la personne. Il vous demande un certain nombre de documents et lui-même, il a accès. C'est-à-dire qu'il va en fait, il va voir, il a accès à la situation vis-à-vis de l'URSSAF de ce sous-traitant. Donc il va voir, si le sous-traitant paye ses cotisations ou pas. S'il ne paye pas ses cotisations, il va vous demander de les payer. Il va voir son chiffre d'affaires, il va pouvoir le rapprocher par rapport à ce que ce sous-traitant vous facture. Vous voyez, il a des éléments qui lui permettent d'établir le salariat déguisé, qui sont beaucoup plus puissants que le pass group qui, de mon point de vue, il s'en occupera même pas et s'il s'en occupait, il verrait que bon, bah, vous êtes de bonne foi, vous l'avez déclaré comme sous-traitant. C'est un peu le problème qu'on a avec certains, il y a des sous-traitants qui ne veulent pas entendre parler du salariat. Donc on est obligé de leur écrire une lettre tous les ans. J'ai des organismes qui font ça pour leur proposer un CDI et avoir leur refus, formel de ça, ce qui, voilà.
Question de Stéphane: «Quelle est la dénomination réglementaire d'un contrat, de faut-il que ce soit un contrat de sous-traitance, un contrat de prestation de service ou autre?» Alors la dénomination qu'on retrouve dans le décret ou même sur, la FAQ de la DGFP, on parle bien de contrat de sous-traitance. Voilà, qui est un juridiquement, mais là encore, je ne suis pas juriste, mais c'est un contrat de prestation de service. Mais, la alors, mais si la question c'est quel est le terme réglementaire, bah, Ouais, c'est réglementaire, effectivement oui. contrat de sous-traitance, oui. Donc il faut écrire en gros contrat de sous-traitance, comme ça la Caisse des dépôts dit: «OK, il y a déjà une conformité établie, c'est un contrat de sous-traitance». Puis après mettre les 6 clauses. Question de Pascal: «Quelle est la différence entre un partenariat et la sous-traitance?» Alors le partenariat, un contrat de sous-traitance est un partenariat. Maintenant un partenariat peut, comment dire? Consacrer d'autres types de relations, la cotraitance par exemple, l'alliance, où il y a pas de sous-traitance en fait. Il y a des prestations réciproques. Il y a de la cotraitance, c'est-à-dire qu'on est 2 sous-traitants pour le même donneur d'ordre. Voilà, c'est les partenariats, ça recouvre, il y a la distribution qui est pas un contrat de sous-traitance. Bah, ça peut, c'est une le la sous-traitance est une forme de partenariat. Le salariat n'est pas un partenariat. En fait, après, si vous voulez aller plus loin, hem, le partenariat, la différence, on va avoir une autre échelle, cours de qualité. Vous avez, le fournisseur. Le fournisseur, il vous délivre une prestation, mais il est conforme, voilà. Ensuite, le fournisseur, il vous délivre une, prestation qui est conforme et efficace. Et quand on arrive à l'efficience, là, il y a partenariat. C'est-à-dire qu'un partenaire, c'est quelqu'un qui vous aide à soit faire plus de chiffre d'affaires, soit qui est moins cher. Ça vous coûte moins cher ou vous faites plus de chiffre d'affaires. Ça, c'est un partenaire. Donc, voilà, c'est comme ça que vous pouvez voir un partenaire. Donc un sous-traitant peut être un partenaire à partir du moment où il vous fait gagner de l'argent, où où il vous apporte plus de valeur que ce qui était prévu, ou il vous coûte moins cher que ce qui était prévu. Alors, question qui Je vient vais loin là, je d'être, suis en forme, hein, je vous le dis, hein, parce que pour que j'arrive à sortir ça, c'est 30 ans alors, de nouveau 30 ans de challenge travail alors, sur la qualité pour arriver à sortir ça, ouais. nouveau challenge dans les questions posées par, Val. Alors bonjour, je dois intervenir en tant que sous-traitant dans le cadre d'une action de formation à dispenser dans les locaux du donneur d'ordre. Il m'est demandé une assurance. Mon statut est un organisme de formation, mais en association. Cette assurance est-elle obligatoire et à quoi correspond-elle? Alors ça s'appelle une assurance, alors, ce qu'ils vous demandent, c'est une attestation de responsabilité civile, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors à quoi ça sert? Ça sert ça va vous si vous, hem, ça va vous couvrir, si la société décide d'engager votre responsabilité parce que vous avez, la société n'est pas forcément assurée pour, les risques causés par, les fournisseurs. Donc ça concerne les fournisseurs et tous les fournisseurs d'une entreprise doivent avoir cette dès que vous avez une entreprise et que vous faites de la prestation, vous devez avoir une assurance responsabilité civile. Alors quand on est formateur, ça coûte pas très cher. Alors ça doit être quand même entre, je sais pas, de l'ordre de 150, enfin peut-être qu'il y en a qui l'ont, qui vont nous dire, combien ça coûte aujourd'hui. Moi j'ai 100 €, 150 € par an en tête. Voilà, j'ai un peu voilà, 150 € par an en tête, donc c'est un coût. Mais par exemple, admettons que vous touchez un ordinateur et vous, heu, vous recevez un mail dans l'entreprise et il y a un virus et le virus va détruire le serveur. Donc vous avez, 20 000 € de prestations pour, rétablir les données dans le serveur. L'exemple est un peu daté parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de serveur, mais voilà, c'est ce que j'avais vu. Bah, vous en tant que prestataire, vous dites: «Bah, voilà, je vais faire jouer ma responsabilité civile
et on va faire une déclaration et c'est votre assurance qui va payer. Voilà. Donc oui, c'est obligatoire. Oui et d'ailleurs, quand, certaines certifications, de formateurs exigent la présentation de cette assurance responsabilité civile. Je pense que d'ailleurs, Calliope, ça pourrait être un truc qu'on vérifie. Voilà, ça pourrait être, que l'organisme a bien une RC, voilà. Par exemple, dans le système d'avant, le système d'avant, de qualification pour les organismes de formation, vous aviez, l'ISQ délivrait un certificat OPQF. Ça a duré 20 ans. Pendant un moment, c'était obligatoire et un des documents que vous deviez produire pour, avoir cette certification, cette qualification OPQF, c'était l'attestation RC. Et quand, nous, on est évalué par le COFRAC, le COFRAC, il nous demande cette attestation de cette attestation de responsabilité civile, voilà. Assurance responsabilité civile, ouais. La Donc oui, SIA c'est nous indique, obligatoire 15 à 16 € par mois. et voilà et voilà, oui donc ça fait bien, ouais, 180 €, oui, c'était le Ouais, chiffre que j'avais en ouais. tête, mmh. Alors on s'en sert jamais, c'est très difficile à mettre en œuvre, en fait, hein, donc heu, voilà. Les compagnies d'assurance aident pas vraiment. En fait, ça va fonctionner, je pense, en cas de gros dommages et quand les 2 compagnies d'assurance elles vont traiter entre elles, voilà. Donc la compagnie d'assurance de l'entreprise va appeler votre compagnie d'assurance et ils vont faire le dossier entre eux. Voilà, si c'est, hem, ouais, i si c'est, je pense que c'est dans ces cadres-là que ça s'active. Merci François pour cette, réponse. Il est 15h32, on va mettre un terme à la présentation dans quelques instants. Merci aux participants d'être, restés à la fin. Merci pour vos questions. On a pu, constater une évolution dans la réflexion que vous faites dans l'engagement de vos sous-traitants. ICPF est présent pour, vous guider dans la réussite de cette démarche et j'espère vous retrouver lors d'un prochain événement, soit digital pour un webinaire ou alors lors du prochain ICPF Networking du 25 septembre. François, je te laisse ajouter quelques mots avant la fin. Je vous remercie, c'était très intéressant d'échanger avec vous. On voit que, ça doit être le 5e, webinaire sur la sous-traitance qu'on fait depuis 2 ans et demi. On va continuer et donc là, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on voit que certains d'entre vous, vous êtes dans la démarche et c'est ça qui nous intéresse, c'est de continuer à vous accompagner dans la voie de la qualité. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.